Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Donc, comment gérer et sécuriser les devices mobiles. C'est ce que vous allez voir pendant cette heure avec donc, aux manettes Vincent Cavalli, qui est consultant infrastructure chez Neos. Et moi, je suis Lionel Jimenez, donc Business Manager, également chez Neos. Juste pour information, il est difficile de répondre au fil de l'eau à toutes les questions que vous pouvez avoir pendant le webinaire, qui est sur une durée assez courte. En revanche, le fil de discussion est ouvert. On note toutes les questions, donc on pourra répondre soit en fin de présentation, si Vincent arrive à réserver 5 ou 10 minutes à la fin de l'heure, soit ultérieurement par des réponses qui seront apportées ensuite par mail ou par téléphone. Voilà. Alors juste un petit rappel sur Neos. Donc Neos c'est une société de conseil en technologie, 100% orientée autour des technologies Microsoft. Donc aujourd'hui on travaille beaucoup sur des projets de transformation digitale, même si on reste également un acteur très présent dans les environnements techniques et les environnements liés aux infrastructures. Donc en quelques mots et quelques chiffres, NeoSSDI est aujourd'hui un des 10 premiers partenaires Microsoft dans le monde. Alors c'est un classement qui est établi annuellement par le Redmond Channel et qui est basé sur le nombre de certifications obtenues par Neos et également les témoignages clients qui sont mis à jour régulièrement. Neos intervient sur toute la palette Microsoft, donc on couvre 100% de l'offre Microsoft. Neos est une société française qui a été créée en 2001, qui a réalisé en 2014 16 millions de chiffres d'affaires, qui compte aujourd'hui un peu plus de 180 collaborateurs qui sont répartis à Paris. On trouve le siège de Neos à Dijon, qui héberge notre centre de service spécialisé notamment dans les plateformes, la plateforme applicative et qui également héberge un centre de service. L'agence de Lyon, une agence à Strasbourg et l'agence de Toulouse. Voilà, donc pour illustrer de manière très concrète le positionnement de Neos vis-à-vis de l'éditeur Microsoft, donc vous avez ici l'ensemble des certifications qui sont actualisées régulièrement en fonction des certifications que passent les collaborateurs, et je mentionnais les témoignages que font les clients sur les projets que nous menons. 100% de la palette Microsoft, c'est toutes les activités autour du logiciel, des produits collaboratifs, des sujets autour de la gestion de projet avec Project et ALM, la communication unifiée, la business intelligence, la messagerie d'entreprise et les services d'infrastructure. Voilà. Avec un focus sur la mobilité, et je vais passer la main maintenant à Vincent qui va enchaîner sur ce sujet. Bonjour à tous, Vincent Cavalli, donc je suis architecte consultant dans les infrastructures Microsoft. Est-ce que vous nous entendez correctement? Je vois que ça commence à répondre, donc c'est bon. Ok, c'est parfait. Bon, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat Skype for Business. Je répondrai soit directement, soit à la fin de la présentation, soit, bien, comme on l'a dit, plus tard par mail. Alors, pour commencer sur cette slide-là, je l'ai récupérée sur un autre webinaire qui a été animé par Neos SDI ou qui va l'être sous peu, je ne sais plus exactement. Elle illustre plutôt bien les évolutions au niveau des usages autour de la mobilité pour les entreprises. Donc là, ça donne quelques statistiques, notamment, donc 63% des salariés sont en situation de mobilité au moins une fois par semaine. Le gain de productivité potentiel en télétravail, ça inclut aussi en déplacement. La quantité de mails qui peut être ouverte
depuis des plateformes mobiles ou depuis un smartphone. Les problématiques qui s'en suivent sont que l'utilisateur, lui, une fois qu'il est en mobilité, il a du mal à accéder à ses ressources, ses données, ses applications, son bureau auquel il est habitué lorsqu'il est hébergé dans les locaux de l'entreprise. Et on a de plus en plus de données qui sont extraites de l'entreprise, du réseau sécurisé par les sécurisations périmétriques qui sont mises en place, tout ce qui est firewall notamment. Et donc on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont en mobilité, donc notamment grâce à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ici, Lync ou Skype for Business, notamment les accès à distance, les work folders. Donc, voilà. Ça c'est pour les évolutions et les problématiques. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement la mobilité c'est devenu une nouvelle norme. On a énormément d'utilisateurs qui utilisent de nombreux devices, donc le device personnel dans l'entreprise et puis des devices qui lui appartiennent ou qui sont fournis par l'entreprise et qui sont mobiles. Ça passe par les smartphones notamment. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on a de plus en plus de sociétés qui vont avoir beaucoup d'OS différents à gérer de par cette diversité de devices. Voilà. Et d'autant plus, on a aussi des utilisateurs qui utilisent des services qui ne sont pas maîtrisés par l'entreprise, comme par exemple des Dropbox par exemple. Et ça représente des problématiques aussi qui peuvent être adressées par les solutions Microsoft. Là aujourd'hui, on va s'orienter surtout sur la gestion du device mobile en lui-même, sa sécurisation, on va aborder un petit peu la sécurisation des données. Et sachez que grâce à des solutions comme Azure Active Directory, qu'on va pas voir nécessairement aujourd'hui en détail, je vous expliquerai rapidement, mais on pourra aussi en discuter si vous voulez, on est en mesure de s'assurer que l'accès à certains de ces services-là, notamment, il est contrôlé par l'authentification que vous allez avoir en interne, c'est-à-dire qu'on va rediriger l'authentification sur des services publics, grand public, vers votre annuaire en gérant des autorisations. Voilà, ça c'est une des évolutions sur Azure, notamment. Si on recentre un petit peu sur la gestion des devices mobiles, on a énormément d'évolutions, comme je vous le disais, on a des utilisateurs qui ont de nombreux devices, qui communiquent qui utilisent de nombreuses applications que vous maîtrisez vous-même, que vous offrez à vos utilisateurs, ou des applications qui sont disponibles sur Internet. Et les données de l'entreprise qui sont celles qui nous intéressent le plus puisque ce sont des données qui potentiellement peuvent être critiques et qui doivent être sécurisées et peut-être ne pas se retrouver sur des partages de type Dropbox notamment où là on maîtrise plus du tout l'application, la donnée. L'approche Microsoft avec les deux produits, surtout le premier Windows Intune, Microsoft Intune, qui vient d'être renommé, c'est de favoriser la mobilité dans l'entreprise de vos utilisateurs, tout en offrant une approche orientée utilisateur, c'est-à-dire on va gérer par utilisateur de multiples devices et on va leur fournir la possibilité d'aller se servir, notamment dans des catalogues d'applications, d'utiliser de nombreux devices, de contrôler un petit peu les applications qu'ils peuvent utiliser et les flux de données entre ces différents devices et applications. Voilà, tout ça dans le but d'unifier votre environnement. Donc ça, c'est les challenges pour les personnes qui travaillent dans les services IT, tout en permettant aux utilisateurs d'utiliser ces différents services-là, qui sont quand même très puissants, ceux que vous offrez et ceux qui sont disponibles sur Internet. Alors que les utilisateurs sont habitués maintenant à aller se servir dans des stores notamment, voilà. Donc, tout en les rendant autonomes pour éviter d'avoir à toujours, quand ils sont en mobilité, offrir un service utilisateur qui peut avoir un coût énorme pour l'entreprise. Donc ça passe par 4 grands axes. On va aujourd'hui parler plutôt de celui qui est en violet, la gestion des appareils mobiles et des applications, mais notamment aussi la gestion des identités, comme je vous disais, avec Microsoft Azure Active Directory, qui permet de faire de la multiple factor authentication, donc l'authentification avec des cartes à puce, notamment de contrôler l'accès de vos utilisateurs avec leur couple mot de passe carte à puce ou pas sur des applications publiques, type Gmail par exemple, ça peut fonctionner. La protection des accès et des informations, donc ça passe un petit peu par là, mais aussi par ce qu'on appelle RMS,
On en parlera un petit peu puisqu'en fait Microsoft propose une solution qui inclut Intune, le produit dont on va parler aujourd'hui, plus Active Directory Azure, plus le troisième ADRMS. ADRMS, en fait, c'est des types de droits digitaux qu'on va attacher à des fichiers. Donc vous allez sécuriser et chiffrer des documents qui ne pourront être ouverts que par des personnes qui sont authentifiées par votre entreprise ou par Azure, en fait. Et la virtualisation de bureau pour l'accès aux applications. Donc là, aujourd'hui, on va s'axer plus principalement sur la gestion des appareils mobiles et des applications. Donc Microsoft Intune, c'est la solution de Microsoft, qui est une solution en SaaS, qui est hébergée dans le cloud Azure, qui ne nécessite pas d'infrastructure hébergée chez vous, mais qui peut quand même se coupler, on va y revenir, avec la solution que vous connaissez peut-être, qui s'appelle SCCM, donc System Center Configuration Manager, qui sert à gérer votre parc, à faire des déploiements d'OS, à faire des déploiements applicatifs notamment, et qui va se servir de Intune aussi potentiellement pour aller gérer vos devices mobiles. Donc Intune est capable de gérer en standalone, sans SSM, des devices mobiles, c'est-à-dire des tablettes Windows, des Windows Phone, des téléphones Android et des téléphones iOS ou des tablettes iOS. Ça offre aussi la possibilité de faire du MAN, donc c'est de gérer des applications mobiles aussi. On va voir dans quelle mesure. Et ça gère aussi des PC, c'est-à-dire que si vous n'avez pas SSM on-premise chez vous, vous avez quand même la possibilité via Intune, c'est une possibilité de gérer vos PC, vos macOS, même quand ils sont en mobilité ou lorsqu'ils sont chez vous. Donc en gros, vous avez le choix d'utiliser Intune ou Intune plus SSM si vous voulez tout fédérer à l'intérieur ou si vous avez déjà SSM. Alors Intune propose la gestion du cycle de vie complet de vos devices. C'est important de savoir à partir de quand est-ce qu'on va les manager, quel va être tout leur cycle de vie jusqu'au retrait des données d'entreprise et des applications d'entreprise du device, puisque dans certains cas, le device lui-même, le téléphone ou la tablette, n'appartient pas à l'entreprise, mais elle est apportée par l'utilisateur. Avec Intune, vous allez gérer ces devices-là de la même manière que si c'était un device qui est fourni par l'entreprise à l'utilisateur. Donc ça passe par une première étape qui s'appelle l'enregistrement ou l'enrollment en anglais, qui peut se faire en libre service, c'est-à-dire qu'en gros, l'utilisateur va rentrer dans les paramètres ou télécharger une application selon la plateforme et va s'authentifier avec son utilisateur mot de passe classique de l'entreprise. Et s'il en a les droits, le device va être enregistré dans Intune et à partir de là, depuis la console Intune, vous allez pouvoir voir qu'un utilisateur a X device et que c'est sur ces devices vous allez pouvoir interagir avec ces appareils-là, en faisant notamment de l'inventaire, on va le voir après. Vous avez la possibilité à cette étape-là de modifier les conditions générales de l'enregistrement selon ce que vous souhaitez. On sait aussi enregistrer en masse des appareils, alors soit avec le Apple Configurator ou alors un compte de service en fait dans Intune pour Windows Phone, qui sert à enregistrer en masse des devices que vous allez ensuite distribuer à vos utilisateurs. Et on a la capacité aussi de limiter l'accès à certains services de l'entreprise. Alors aujourd'hui, les services qui gèrent cette limitation-là, c'est Exchange Online, donc Exchange dans Azure, SharePoint Online, la même chose, ou Exchange On-Premise, celui que vous hébergez chez vous. Alors il faut savoir que Microsoft met l'accent énormément sur la stratégie mobile. Windows Intune a évolué extrêmement vite ces dernières années. Pour vous dire, en fait, le rythme de sortie des nouvelles fonctionnalités, c'est tous les mois, on a une liste d'une dizaine de fonctionnalités qui sortent pour permettre de gérer les différentes plateformes. Alors, comme je vous dis, les plateformes, c'est tout ce qui est Windows, bien entendu, Windows Phone, iOS et Android. La deuxième étape, une fois que vous avez enregistré le device, soit pour votre utilisateur, soit l'utilisateur le fait lui-même
si vous lui avez fourni la petite procédure qui va bien. Vous avez la capacité de mettre à disposition des ressources et faire de la configuration pour ces fameux devices de vos utilisateurs. Donc, notamment, on est capable de déployer des profils de certificats, donc des certificats de CA, notamment pour truster d'autres applications, par exemple, de faire de la configuration de la messagerie, des comptes de messagerie sur les devices de vos utilisateurs, de configurer du VPN et de configurer du Wi-Fi, par exemple, de déployer des paramètres, des politiques de sécurité des appareils, c'est-à-dire que vous allez par exemple exiger que, pour être conforme et exiger que la configuration soit faite sur le poste sur l'appareil mobile, vous allez exiger que le poste soit sécurisé par un mot de passe notamment, et que le délai de lock entre le moment où l'utilisateur se déloque, s'il ne fait aucune opération par exemple, ça va être 5 minutes notamment. On a un certain nombre de paramètres. Il y en a beaucoup, on va en passer certains après. Je vous ai rajouté quelques captures pour vous montrer un petit peu le détail de ces paramètres-là. Bon, comme je vous dis, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent tous les mois pour différentes plateformes. Ça évolue très très vite. Donc si vous avez des questions très détaillées, il se peut il faut que je cherche, que j'ai besoin de chercher un petit peu pour répondre à vos questions. Mais il y a énormément de fonctionnalités. Ça dépend aussi un petit peu, dans certains cas, de la plateforme sur laquelle vous voulez appliquer le paramètre. Mais tout aujourd'hui a tendance à s'uniformiser, quelle que soit la plateforme. On a aussi la possibilité, dans certains cas, de déployer du paramétrage avec le protocole OMADM qui permet d'aller au-delà de ce qu'offre la console purement Intune, en déployant du type paramétrage spécifique qui n'est pas prévu à l'origine dans l'interface de l'outil, mais qui permet quand même de faire des choses un petit peu plus poussées. Donc c'est extensible en fait. On peut forcer l'installation d'applications obligatoires qu'on va décider de proposer à nos utilisateurs. On peut aussi configurer des restrictions applicatives, ça va fonctionner sur un mécanisme de whitelist, blacklist, les applications que j'autorise les autres sont bloquées, ou alors j'autorise toutes les applications, sauf celles qui sont bloquées dans la blacklist. Et on peut aussi déployer des politiques de protection de données, ça passe notamment par le chiffrement, en fait, le fait d'exiger le chiffrement du stockage des appareils mobiles, par exemple. La présence de l'antivirus quand on gère des devices, par exemple des tablettes Windows, on peut pousser l'agent Endpoint Protection, qui est l'antivirus de Microsoft. On peut configurer du firewall, notamment. On peut aussi gérer la protection et la gestion des données, notamment. Alors ça c'est pas une configuration nécessairement qu'on va faire sur le device, ça va plutôt se connecter avec d'autres services que vous allez héberger, notamment pour limiter l'accès aux données de l'entreprise. Par exemple, l'utilisateur, on va le voir, il y a des scénarios ensuite, ne pourra pas se connecter depuis un device à Exchange Online, par exemple, sa messagerie, si par exemple, si le device est routé, s'il est jailbreaké, par exemple, notamment. On sait aussi gérer de manière différente les applications de l'entreprise et les applications de l'utilisateur, et on va pouvoir interdire notamment le copier-coller pur et simple entre des applications managées, celles que vous avez proposées à vos utilisateurs, et les applications qui sont sur l'appareil, mais qui ne font pas partie du périmètre des applications que vous allez distribuer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche après. Et bien sûr, ensuite, on a des inventaires et des rapports de conformité qui apparaissent dans la console Intune pour pouvoir auditer votre parc de devices. Voilà. Alors, il n'y a pas de données personnelles à l'utilisateur qui vont remonter. Par exemple, on ne va pas avoir la liste dans certains cas, dans la majorité des cas, des applications pures de l'utilisateur. Voilà. Parce qu'on est sur un mode où on est capable aussi de gérer des devices qui sont en bring your own device, donc qui sont emportés par l'utilisateur. Donc on ne fait pas ce genre de choses. Par contre, au moment où on va décider que le device doit être supprimé du réseau d'entreprise, on va être capable d'effacer de manière sélective les données de l'utilisateur, les données de l'entreprise ou les applications poussées par l'entreprise sans toucher aux données personnelles de l'utilisateur et sans réinitialiser complètement le device.
Très rapidement, au niveau de l'interface utilisateur, une fois que le téléphone ou le device est configuré, l'utilisateur a une expérience homogène en fonction des devices, c'est-à-dire qu'il a soit un site web, soit une application qui est présente sur l'ensemble des plateformes gérées, qui permet à l'utilisateur d'aller regarder et demander les applications que vous leur avez fournies. Ça lui permet aussi de gérer lui-même ses autres appareils, en demandant par exemple l'application pour un autre appareil ou en faisant lui-même la demande d'effacement d'un autre appareil qui lui est attaché. Il a accès aux conditions générales que vous pouvez personnaliser. Il a une possibilité aussi d'avoir un lien pour contacter votre support, notamment en cas de problème. Concernant la gestion des appareils mobiles, on a des appareils qui sont connus de manière historique, plutôt les laptops, les postes de travail fixes et les portables, qui eux sont connus par l'entreprise, et on a un certain nombre de devices qui sont bien plus mobiles et qui n'appartiennent pas nécessairement à l'entreprise. L'idée ici, c'est donc de faire cet enrôlement dans Intune, et une fois que les appareils ont reçu l'application des politiques de sécurité que vous avez décidées, ils vont pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise, les applications, la messagerie, OneDrive for Business par exemple, ou SharePoint. L'accès conditionnel à la messagerie, c'est ce que je vous expliquais. En gros, on a 4 paramètres. Est-ce que le téléphone est routé, débridé, jailbreaké? Oui, non. Est-ce qu'il y a un code secret qui est défini? Vous pouvez l'avoir exigé. Est-ce que l'appareil lui-même est chiffré? Est-ce que l'appareil est connu dans Windows Intune? Donc, sera connu par la plateforme Exchange Online, SharePoint Online ou Exchange On-Premise. Donc, l'utilisateur fait sa requête. Il y a une vérification des policies qui est faite. À partir du moment où on peut le choisir, hein, parmi les 4 lesquels on exige, là l'accès est refusé. Dans le cas où depuis Windows Intune, vous allez enrôler, par exemple, le téléphone est enrôlé, il va recevoir une politique de sécurité qui le met en conformité, et à partir du moment où Intune le considère comme étant en conformité, l'accès à la messagerie, notamment, va être déverrouillé. Ça, c'est pour l'accès à certaines applications de l'entreprise. Alors, je vous disais aussi qu'on pouvait faire une séparation entre les applications qui sont fournies par l'entreprise et les applications grand public. C'est-à-dire que les plateformes vont savoir qu'une application est gérée. Une application gérée, ça va être notamment, quelle que soit la plateforme, forcément les applications Office, notamment, ou les applications qui sont fournies par Microsoft, puisque celles-ci, elles sont développées de base avec les fonctionnalités qui permettent de bloquer le copier-coller vers d'autres applications, notamment de recevoir des paramétrages de configuration. Il y a aussi d'autres éditeurs qui développent des applications qui peuvent être considérées comme des applications managées par l'entreprise. Vous allez le choisir. Et Microsoft, depuis 2-3 mois, propose aussi un wrapper, c'est-à-dire en gros, vous allez prendre les sources d'une application du grand public et vous allez l'encapsuler en quelque sorte dans une bulle qui, elle, se chargera de gérer cette sécurisation. Alors cette sécurisation, ça peut être aussi, par exemple, d'exiger un code PIN de l'utilisateur au moment où l'application se lance, notamment. De bloquer, comme je vous l'ai dit, le copier-coller. Donc en gros, ça va être possible sur quasiment l'ensemble des applications que vos utilisateurs vont utiliser. Et à partir du moment où vous avez soit wrappé, soit utilisé l'application standard Microsoft ou une application qui a été développée par un éditeur en respectant les bonnes pratiques du SDK fourni par Microsoft, quelle que soit la plateforme, vous allez pouvoir dire, OK, ça, ce sont des applications que je considère comme sécurisées, que je gère, vers lesquelles je gère l'authentification notamment. Donc là, par exemple, on a des applications qui, elles, sont considérées comme personnelles. Les applications gérées, elles, donc Microsoft en fournit aussi un certain nombre en standard. Donc il y a un navigateur donc il y a toute la suite Office, bien entendu, quelle que soit la plateforme. Il y a un navigateur qui est géré, qui permet de prendre en compte des restrictions de navigation, par exemple, ou par exemple, vous dire sur un device, je n'autorise la navigation web que via le navigateur géré
pas le navigateur par défaut du device. Et sur ce navigateur géré-là, vous allez obligé de passer par un proxy que vous maîtrisez, par exemple. Il y a un viewer PDF, un lecteur vidéo aussi qui est fourni, ou un lecteur d'images. Et les données de l'application, de l'entreprise, vous allez pouvoir exiger que ces données-là restent uniquement utilisées par ces applications-là, alors que l'utilisateur, lui, peut continuer à utiliser ces autres applications de manière personnelle, mais n'aura pas accès aux données de l'entreprise. Donc là, par exemple, l'utilisateur reçoit un mail avec une pièce jointe, il décide de l'ouvrir dans Excel, qui est une application que vous considérez comme managée, là, ça fonctionne. S'il essaie de coller ou d'ouvrir votre fichier Excel avec une application qui n'est pas considérée comme gérée par l'entreprise, il va y avoir un refus. Par contre, il a la capacité de copier-coller dans une autre application managée, alors que copier-coller ou l'enregistrement du stockage sur un stockage qui n'est pas managé par votre entreprise va être refusé. Alors que si vous enregistrez sur votre, par exemple, SharePoint OneDrive for Business, donc SharePoint Online, vous avez la possibilité d'enregistrer. Donc là, vous assurez que les données de l'utilisateur, elles restent dans votre périmètre de gestion. Là, on ne parle pas de chiffrement pur et dur de la donnée, mais les flux entre les applications, eux, restent chiffrés dans tout. Je reviendrai sur le chiffrement avec Azure RMS. Donc, je reviens aussi sur l'effacement sélectif. Vous avez la possibilité, donc, quand l'utilisateur décide de quitter l'entreprise, par exemple, il garde son device, bien entendu, vous n'allez pas effacer l'intégralité du device, même si c'est possible, par exemple, dans le cas d'un scénario où le device est perdu ou a été volé, vous avez la possibilité soit d'effacer, de réinitialiser complètement l'appareil, soit d'effacer uniquement les données et les applications que vous avez proposées à l'utilisateur et qui sont gérées par l'entreprise. On conserve les autres applications qui sont les applications de l'utilisateur et ses données personnelles. Alors l'effacement peut être fait par un administrateur, mais peut être fait aussi, comme je l'avais dit, via le portail, directement par l'utilisateur. On a un mode aussi qui est généralement appelé le mode kiosque, qui permet en fait de gérer, de s'assurer qu'un device ne peut afficher qu'une seule application. C'est plutôt intéressant, notamment sur les applications, quand vous allez au restaurant, quand vous fournissez une carte sur une tablette, par exemple. Voilà. Là, vous êtes sûr que de toute façon, l'appareil ne servira qu'à afficher que cette application-là, ou à fournir dans des écoles, notamment pour faire des présentations. Ça permet de locker le device, l'appareil, sur une seule application. Concernant le déploiement de Microsoft Intune, donc je vous avais dit tout à l'heure, vous avez deux modes de déploiement. Vous avez un mode standalone, tout seul, qui est Intune dans le cloud, et que vous allez gérer, bien sûr, avec une console que je vais vous montrer un petit peu plus tard, et qui permet, auquel sont rattachés l'ensemble de vos devices que vous voulez gérer. Donc ça passe par des Windows 8 normaux, du Windows 8 RT, Windows 10 bien entendu, Android, Windows Phone et iOS. Ou alors vous avez déjà SSM chez vous, vous l'utilisez déjà, et là vous voulez avoir une console qui est centralisée, et dans laquelle vous voulez gérer à la fois vos postes de travail, vos serveurs qui sont en local, ou éventuellement des postes de travail qui sont en mobilité aussi. SSM peut le faire potentiellement via des publications web. Mais vous voulez aussi avoir tous vos appareils mobiles dans la même console SSM. Dans ce cas-là, en fait, Intune servira de proxy à SSM pour gérer Windows RT, Android, Windows Phone et iOS. Alors, comment fonctionne l'authentification là-dedans, puisque l'intérêt, c'est d'avoir un seul couple d'authentifiants, potentiellement avec du multi-factor authentication pour vos utilisateurs, donc l'authentification forte. En fait, l'idée, c'est que vous avez plusieurs modes de déploiement. Hein. Vous avez la capacité d'utiliser Intune uniquement dans le cloud, c'est-à-dire que vous allez déclarer des utilisateurs avec un nom que vous allez décider, et ce ne sera pas nécessairement le même nom d'utilisateur et le même mot de passe pour se connecter à Intune et pour se connecter en local à la maison sur leur poste de travail habituel. Ça, c'est le premier mode où on est déconnecté, qui a relativement peu d'intérêt, sauf si on décide de tout mettre dans Azure notamment. Ou alors, on va passer par le service Microsoft Azure Active Directory qui, lui,
permet de faire la relation entre votre Active Directory que vous avez en local chez vous, dans votre entreprise, et Intune, en fait. Dans ce cas-là, on va avoir un lien, alors soit de réplication entre vos utilisateurs que vous avez dans votre Active Directory local, et une partie de ces utilisateurs que vous allez sélectionner sera répliquée dans Microsoft Azure Active Directory. C'est juste une réplication, une recréation avec le même nom, hein. Il n'y a pas de données très confidentielles. En tous les cas, il y a des white papers, Microsoft a des documents sur tout ce qui est synchronisé dans ce cas-là. Bon, à partir du moment où vous avez du Office 365 par exemple, c'est des choses que vous avez déjà en place dans votre entreprise. Donc soit vous répliquez dans Azure avec sans répliquer le mot de passe, soit vous répliquez dans Azure en répliquant aussi le mot de passe pour que l'utilisateur ait le même mot de passe dans Azure Active Directory que dans votre Active Directory local. Soit vous faites de la fédération, et là dans ce cas-là, le mot de passe n'est jamais stocké dans Microsoft Azure Active Directory. L'authentification qui est faite va être toujours redirigée et traitée par votre Active Directory local, et c'est l'autorisation en gros qui va remonter dans Azure Active Directory et là autoriser l'accès à votre utilisateur à Exchange, à Intune notamment. Il y a une version Azure Active Directory Premium qui permet à l'utilisateur notamment de réinitialiser lui-même son mot de passe lorsqu'il l'a perdu, donc ça évite aussi d'avoir des appels au support. Il y a un formulaire sur lequel il peut aller réinitialiser lui-même son mot de passe. Donc voilà la console Microsoft Intune. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à gauche, on peut gérer les devices et les utilisateurs par groupe notamment. Ça, c'est une vue consolidée sur l'ensemble de votre infrastructure Intune. À partir du moment où on va gérer des postes de travail Windows, on a la possibilité de déployer des mises à jour Windows et de gérer le déploiement des mises à jour Windows sur ces devices-là. Dans protection, ce qu'on va avoir, c'est la gestion du firewall sur les postes Windows aussi, et c'est les firewalls et c'est l'antivirus de Microsoft. Vous allez pouvoir définir des stratégies et déployer les signatures, notamment sur le poste de travail. Pour ce qui est des alertes, vous allez pouvoir fixer des alertes sur la non-conformité d'appareil, par exemple, notamment. Vous avez aussi la possibilité, dans l'application, de déployer une application à vos utilisateurs, alors quelle que soit la plateforme mobile en fait qu'ils vont utiliser, soit Windows, soit l'application Modern UI pour Windows 8 si vous l'avez développé, soit l'application Android, soit l'application iOS, soit l'application Windows Phone. Tout ça c'est dans le cloud, hein, pour vous connecter, c'est via un navigateur pour gérer tout ça, et là quand vous allez vouloir packager une application, vous avez un petit assistant qui va se lancer, qui vous demande où sont les sources. Il va détecter si c'est de l'AppX pour Windows Phone ou pour une autre plateforme, créer le package dans Microsoft Intune, et à partir de là, vous allez pouvoir déployer sur un utilisateur ou sur une device cette application en disant c'est juste disponible ou bien je force l'installation. Pour licence, vous allez pouvoir importer des licences, vos contrats de licence dans Microsoft Intune, et vous allez avoir une vue de la consommation de vos licences aussi, applicatives notamment, mais Microsoft principalement aussi, pour savoir aujourd'hui combien vous consommez sur vos devices mobiles de licences d'une application en particulier. La partie qui aujourd'hui nous intéresse d'autant plus, outre la protection et mise à jour, qui font partie de la sécurité, c'est la partie stratégie. Alors, juste pour illustrer, c'est pas forcément extrêmement lisible, mais juste pour vous illustrer l'évolution qu'il y a eu il y a quelques années, Microsoft Intune était pas aussi développé. Aujourd'hui, l'évolution, elle est fulgurante. Pour vous dire, le connecteur entre SCCM et Intune a été décorrélé du cycle de vie de SCCM lui-même, puisque SCCM lui sort une fois tous les 3 ans notamment, en général. Et donc le connecteur était mis à jour en fonction de ce cycle de vie-là. Là aujourd'hui, le connecteur SCCM vers Intune, il est décorrélé, il se met à jour tout seul pour pouvoir prendre en compte toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans Microsoft Intune pour pouvoir les gérer dans SCCM. Donc, en général, la fonctionnalité est disponible dans Windows Intune, et avec quelques mises à jour sous quelques semaines, quelques mois, vous avez la même fonctionnalité qui arrive si vous gérez depuis SCCM. Donc, qu'est-ce qu'on a comme
comme type de stratégie. On a la stratégie de configuration. Donc là, c'est la partie du centre ici, c'est toutes les stratégies de configuration qui sont disponibles en fonction de la plateforme que vous allez cibler. Les stratégies de conformité, c'est notamment j'exige un PIN, c'est celle qu'on a vu tout à l'heure, j'exige un PIN, j'exige le chiffrement de la plateforme. Je ne sais plus en tête exactement. Bon, concernant les stratégies de configuration, donc on peut gérer Android, iOS, Windows Phone. Combien de devices mobiles? Alors je répondrai à cette question à la fin. Alors donc ce qu'on peut gérer, donc on a la possibilité de déployer des certificats de CA, de déployer des points de la configuration pour que les devices puissent aller eux-mêmes mettre à jour les certificats directement sans que vous ayez que l'ITIP ait besoin d'interagir, des profils de messagerie, le VPN Wi-Fi on l'a vu, et une stratégie de configuration Android, iOS ou Windows Phone notamment, ou Windows. On a à droite, c'est un petit peu toute la liste, alors là c'est assez conséquent. On va pouvoir bloquer, faire des whitelists, faire des blacklists, enfin c'est l'ensemble des paramètres dont je vous parlais tout à l'heure. Profil Wi-Fi. Pour Windows Phone, donc, avec le protocole OMADM, URI, on a la possibilité d'étendre tout ce qui n'est pas présent dans la console pour aller un petit peu plus loin encore, faire de la customisation paramétrage de device encore plus poussé. Pour ce qui est logiciel, on va autoriser, bloquer les applications, on va définir les stratégies pour les fameux navigateurs gérés, pour dire ok, là on va ou pas autoriser la navigation via autre chose qu'un navigateur géré sur le device. Et pour la gestion des ordinateurs, qui sont eux du Windows pur, hein, Windows 8 normaux et Windows 7, on a la possibilité de gérer l'agent Microsoft Intune, le Intune Center qui est en fait le portail utilisateur dans lequel l'utilisateur voit le statut de son antivirus notamment. Voilà. Et les paramètres communs des stratégies de sécurité à tous les mobile devices, là en fait, vous avez une liste qui est conséquente aussi de paramétrage. Donc l'objectif était de favoriser la mobilité. Là aujourd'hui, on peut voir qu'on passe sur on peut s'assurer qu'un device accède à certaines applications et pas à d'autres, que certaines applications accèdent aux données de l'entreprise ou pas, si elles sont pas gérées, et que vos données donc sont de fait sécurisées. Voilà, puisqu'on maîtrise quel device, quel utilisateur, quelle application peut accéder à vos données, qui est quand même à la base plutôt la problématique. Alors, juste pour finir avec Microsoft Intune, Microsoft fait une offre packagée. Le prix est bien moins cher si vous prenez tout ça que le prix au détail. Et ça s'appelle EMS, donc c'est Enterprise Mobility Suite qui regroupe en fait Azure Active Directory Premium dont je vous parlais avec le portail self-service pour réinitialiser les mots de passe des utilisateurs, où qu'ils soient en mobilité. Microsoft Intune dont on vient de parler et Microsoft Azure RMS qui lui permet donc de signer et de chiffrer des données, des fichiers de l'entreprise, de les envoyer à des destinataires et les destinataires pour pouvoir l'ouvrir doivent être authentifiés. En soit il est connu dans Azure, dans une entreprise fédérée, vous avez dit lui il peut l'ouvrir, et s'il est authentifié, il pourra utiliser l'application. Et en plus de juste accéder à la donnée à l'intérieur du fichier, vous allez pouvoir dire ok, ce fichier-là ou ce mail-là ne peut pas être transféré, ne peut pas être imprimé. Et de toute façon, pour ouvrir ce type de fichier, il faut que l'application soit compliant, supporte Azure RMS. Et donc, c'est cette application-là qui, de toute façon, doit être codée pour ça, pour pouvoir déchiffrer votre fichier. Et elle va s'assurer que l'utilisateur, en fonction de vos stratégies, ne va pas transférer, imprimer, copier-coller la donnée. Pardon. Donc, la deuxième phase, je vais aller un petit peu plus vite parce que ça va être un peu long. Sinon, pour la gestion de vos périphériques mobiles, alors là, aujourd'hui, c'est plutôt Windows, donc tablette Windows ou poste de travail Windows.
Ça peut s'appliquer sur des partitions serveurs si vous voulez sécuriser votre stockage notamment. C'est activé par défaut sur certaines plateformes comme Windows Phone. Notamment, on a la technologie BitLocker qui est du chiffrement de stockage en fait, et qui permet de sécuriser l'accès aux données. Si par exemple vous perdez votre device, vous perdez on vous vole un disque dur ou un portable entier, l'utilisateur, la personne qui essaie d'accéder aux données ne pourra pas tant qu'elle n'a pas la clé pour démarrer le device ou pour déchiffrer le volume. Ici, on va parler plus précisément de MBAM, qui est en fait c'est BitLocker Administration and Management, je crois, je sais plus, qui permet en fait de gérer en centralisé les stratégies BitLocker de votre entreprise et de récupérer en centrale dans une base de données sécurisée les clés de récupération et de fournir soit du self-service à vos utilisateurs lorsqu'ils sont bloqués en mobilité, soit permettre à votre helpdesk d'offrir, d'assister vos utilisateurs lorsqu'ils ont des problèmes pour pouvoir redémarrer leur device. Donc BitLocker, rapidement, chiffrement de volume, alors soit le volume qui contient l'OS, ou des volumes de données, des disques externes ou des clés USB, peu importe le format fichier. Si vous avez une puce TPM, ce qui est généralement le cas dans la majorité des portables aujourd'hui, sur les workstations, la puce TPM, elle est sur la carte mère, et elle est capable de communiquer, Windows est capable de communiquer avec cette puce-là pour sécuriser et s'assurer que le disque dur ou vos volumes de données ou le volume de démarrage de Windows ne démarrera que si il y a la bonne puce TPM, c'est-à-dire si vous extrayez le disque dur dans lequel vous avez les données utilisateur, le Windows, et vous le branchez sur un nouvel ordinateur, ça ne démarrera pas. L'attaquant ne pourra pas déchiffrer le volume entier. Voilà, ça se gère par stratégie de groupe, c'est des stratégies spécifiques. Vous pouvez imposer un chiffrement, bloquer des lecteurs qui ne seraient pas chiffrés, donc l'utilisateur ne pourra pas y accéder. Et vous pouvez exiger une longueur et une complexité sur le code PIN. C'est-à-dire quand votre utilisateur va essayer d'accéder à cette ressource ou démarrer au son ordinateur, on va lui demander un code PIN qu'il a défini pour s'assurer que vous avez bien le disque dur dans la bonne machine avec le code PIN, donc c'est le bon utilisateur. Et là, vous avez sécurisé l'accès à votre poste de travail. Il y a plusieurs options de recouvrement, on va le voir. Ça supporte la fameuse puce TPM avec un code PIN, une clé USB pour déchiffrer éventuellement. Si vous n'avez pas de puce TPM, vous pouvez dire OK, pour déchiffrer, pour démarrer, il faut que j'ai une clé USB ou un couple de tout ça. Éventuellement une carte à puce ou des mots de passe. Et ça supporte aussi Windows to go, BitLocker to go pour chiffrer des périphériques USB. Donc MBAM vient au-dessus de BitLocker pour vous offrir une solution de gestion centralisée. Alors déjà, ça va centraliser et simplifier le déploiement, puisque vous allez avoir une console qui vous permet de gérer les stratégies de groupe spécifiques à MBAM pour aller envoyer de la configuration sur vos postes de travail que vous gérez, pour activer BitLocker. Et en plus, vous allez avoir la possibilité aussi d'avoir des rapports de conformité sur l'activation ou pas de BitLocker sur votre parc. L'idée ici, c'est de réduire au maximum les coûts, bien entendu, puisqu'on peut, on a ces informations en centrale, on n'a pas besoin d'aller se connecter partout sur les différents devices ou de faire du script pour avoir ces informations-là. Et notamment aussi, vous avez avec la version 2, aujourd'hui on est en version 2.5, qui vient de sortir, depuis la version 2, on a un portail self-service utilisateur pour la récupération des clés de chiffrement. Oh, j'ai un petit problème avec la présentation. Donc MBAM 1, simplifier le provisioning de BitLocker et son déploiement. On a du reporting et de la compliance, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que on a bien des machines qui sont bitlockées comme vous l'avez décidé. Problème sur la présentation, je suis désolé, je sais pas pourquoi ça passe tout seul. Réduire les coûts, améliorer la conformité, je vais passer rapidement là-dessus, améliorer la conformité de la sécurité,
genre quelque chose de bloqué, je sais pas. La conformité et la sécurité avec la version 2, en fait, on a la prise en compte de nouvelles normes. On peut s'intégrer aussi avec l'outil SSM pour le reporting. Je suis désolé. Et réduire les coûts puisqu'on a le fameux portail self-service qui est arrivé sur la version 2. En SP1, on a de la localisation et en 2.5, c'est l'équivalent aussi, c'est-à-dire qu'on a les assistants qui sont localisés dans la langue de l'utilisateur. On a le support des nouveaux produits Windows 8 notamment et des bug fixes pour aller un petit peu plus loin et que ça soit un petit peu plus simple. Ah là là là. Bon, au niveau de la conformité, notamment, on a eu des retours utilisateurs qui demandaient à ce qu'on prenne en charge, on veut le faire comme ça, à ce qu'on prenne en charge des codes PIN un peu plus complexes, que certains étaient trop faciles à détecter. Donc, on a des codes PIN qui sont soit plus complexes ou certains qui sont interdits. On peut définir des périodes de grâce pour les utilisateurs avant que le chiffrement soit forcé. Hop. On peut interdire certains codes PIN. Le chiffrement lorsqu'on utilise uniquement le TPM est transparent pour l'utilisateur. OK. Au niveau de la haute disponibilité, c'est aussi une évolution sur la 2.5, MBAM 2.5. On a une haute disponibilité de bout en bout pour l'infrastructure MBAM, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, sachant qu'MBAM collecte des informations, la configuration elle est poussée par Active Directory via des VPO. Par contre, votre helpdesk, lui, va utiliser la console MBAM pour récupérer des clés de déverrouillage dans le cas où votre utilisateur est bloqué quelque part. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir de la disponibilité sur la console. Donc, c'est configuré par GPO. On a des nouvelles politiques spécifiques à MBAM. Donc, par exemple, l'auto-déverrouillage, si votre poste de travail en lui-même est verrouillé avec BitLocker, l'accès aux disques, aux autres disques, eux aussi peuvent être verrouillés. Et automatiquement, l'utilisateur n'a pas besoin de ressaisir son code PIN pour accéder à son liste de données ou à une clé. Par exemple, ça, vous pouvez le gérer, comme je vais le faire comme ça. On a une vérification de la compatibilité du matériel, ça, quand on intègre avec SSM. Ça permet aux utilisateurs aussi de dire, OK, moi, je souhaite repousser un petit peu mon chiffrement, je pars en mobilité, je vais faire une présentation, j'ai pas envie que là, que le chiffrement démarre. Donc là, on peut définir une date maximale à laquelle le chiffrement sera forcé. L'utilisateur peut demander à reporter. On peut fixer l'intervalle de vérification de la conformité. Par défaut, c'est toutes les 90 minutes. Le client MBAM sur votre poste de travail va vérifier que tout est bien chiffré, qu'on n'a pas de problème au niveau des clés et remonter ce statut dans la console MBAM. Donc ça, c'est une partie des stratégie de configuration. Alors, je vous ai mis pour un cas d'usage simplement le scénario de chiffrement que voit l'utilisateur quand on lui demande un chiffrement depuis MBAM, un chiffre automatique. Donc là, on lui explique que ça va se passer. Il peut demander une exemption de reporter le chiffrement ou bien décider de le démarrer. On lui explique qu'il va y avoir certainement un reboot qui va être requis, ça dépend un petit peu du mode, mais là, dans ce cas-là, oui. Il y a un certain nombre de checks qui sont faits pour que l'utilisateur soit assisté dans l'activation du BitLocker. Alors ça, c'est quand on exige un PIN. Si on n'exige pas de PIN, c'est transparent. L'utilisateur n'est pas informé que le disque est chiffré. BitLocker, MBAM va communiquer avec la TPM, échanger des clés, les sécuriser et activer le chiffrement. Donc là, l'utilisateur doit demander un code PIN qu'il a décidé. Ça redémarre. Une fois que le redémarrage est fait, le chiffrement du disque dur, ou ça c'est pour l'OS dans ce cas-là, le chiffrement démarre. L'utilisateur peut continuer à travailler pendant le chiffrement, il n'y a pas d'arrêt de service, si ce n'est ce reboot pour activer la communication avec la puce TPM. Et une fois que le chiffrement est complet, l'utilisateur est informé aussi. Alors, il a la possibilité ici sur la droite d'avoir des informations pour contacter le service informatique pour se faire assister nécessaire. Qu'on a une amélioration de suivi de la conformité puisque donc ces informations-là sont remontées et sont stockées dans une base de données qui est sécurisée. Vous avez deux profils qui peuvent accéder, trois profils. Il y a un profil qui accède au rapport uniquement. Il y a un profil helpdesk qui lui est capable de récupérer
des clés pour un utilisateur, mais il a l'obligation de saisir le nom d'utilisateur. Il y a une validation qui est faite. Bien sûr, il faut que votre support soit sûr que vos téléphones, ce soit bien l'utilisateur qui demande la récupération du volume. Hein. Ça, c'est des procédures à mettre en œuvre en interne. Et après, vous avez un profil Advanced Helpdesk qui, lui, peut récupérer des clés de chiffrement même si l'utilisateur n'est pas connu. Pourquoi? Vous récupérez un jour un poste de travail qui est dans une armoire que vous avez laissé, vous ne savez plus forcément à qui il était, vous n'avez pas le nom de l'utilisateur, mais vous pouvez pas le démarrer. Donc là, si vous êtes Advanced Helpdesk, vous avez la possibilité de récupérer, sans exiger le nom d'utilisateur dans la console, de récupérer la clé pour redémarrer. Donc ça, c'est un rapport de conformité global à votre entreprise. On va voir, par exemple, on a 24% des postes de travail qui sont non conformes. Ça, c'est la conformité au niveau d'un poste de travail. Donc là, on va un petit peu plus loin sur la partie basse. Ici, on va voir que c'est le C de point qui est un operating system drive qui est configuré avec 808 qubits. On exige TPM plus PIN, C activé, c'est chiffré, ça c'est compliance. On va le voir aussi de détail si on n'est pas compliant. Et ça, c'est le rapport d'audit de récupération des clés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre toutes les demandes de récupération de clés. Puisque la récupération de clés, elle, c'est quand même une opération qui est sensible. Si elle est faite par quelqu'un qui n'est pas nécessairement autorisé, qui a eu les droits sur la console MBAM, c'est bon de le savoir. Pour le stockage des données, alors le stockage des données, ça c'est ce que stocke MBAM dans sa console. Il n'y a pas de données utilisateurs. C'est des détails sur le TPM, la marque, le modèle. Il y a qui utilise la machine, il y a les types de chiffrement, comme on l'a vu juste à l'instant, et l'état de BitLocker de différentes partitions. Il n'y a pas de données utilisateurs. Voilà. Par contre, il y a la clé de récupération de, de la puce TPM ou du chiffrement BitLocker. Un des scénarios de récupération, comme je vous le disais, Advanced Helpdesk n'a pas besoin de saisir le nom d'utilisateur. Le helpdesk standard, oui, doit avoir l'utilisateur au téléphone. Lorsqu'une clé de récupération est utilisée, le chiffrement BitLocker utilise une nouvelle clé, on génère une nouvelle et utilise une nouvelle clé. Ça, c'est l'outil qui permet de récupérer, qui permet de récupérer la clé de recovery. C'est-à-dire quand votre utilisateur n'arrive pas à déloquer soit son ordinateur, soit une clé, au bout d'un certain nombre de tentatives, BitLocker va lui afficher l'interface, lui dire, bon, ben, là, aujourd'hui, vous n'avez pas à passer, donc on bloque. Si c'est légitime, votre accès est légitime, vous avez oublié votre code PIN ou vous avez fait des faux codes PIN, l'utilisateur va se voir demander une clé de récupération qui est stockée dans la base MBAM. Et c'est donc en appelant le helpdesk ou en allant sur le portail self-service, il va récupérer ces informations-là pour pouvoir tout de même récupérer un accès à ces données. Donc ça peut arriver aussi quand on a trop de mauvais codes PIN, hein, ça peut arriver aussi, en tour de vacances notamment. Donc là, on peut sauvegarder sur une clé USB, la fournir à l'utilisateur potentiellement, et il la branche, et au moment où il va récupérer son ordinateur, le développeur va aller chercher sur cette clé USB le mot de passe de récupération du TPM, et ouvrir la session et reconfigurer un nouveau chiffrement. Voilà. Voilà, ça n'est fini. On va passer aux questions. Alors juste très rapidement, je vous invite à vous enregistrer pour les prochains webinars qui sont organisés par Neos SDI. Donc là aujourd'hui, vous avez plusieurs sujets, notamment du big data, de la BI, Office 365, l'émigration vers Windows 10 notamment, la gestion des PRA avec Azure Recovery, Hyper-V Replica notamment. Donc il y a pas mal de sujets qui sont intéressants. Moi, pour ma part, je vais animer une autre session concernant Azure Remote App, qui est en fait de la publication d'applications pour les utilisateurs dans Azure, notamment, et aussi un webinar sur comment répondre aux enjeux métiers avec une infrastructure agile. Donc là, c'est l'ensemble des solutions Azure pour permettre à vos besoins métiers de répondre, pour permettre à vous, avec des infrastructures flexibles et provisionnées de manière automatique et avec la capacité de calcul de Azure, quand vous n'avez pas nécessairement les capacités de calcul en local, de pouvoir répondre à ces besoins-là avec une extension de votre infrastructure dans Azure
donc en cloud soit purement public, hein, soit en cloud hybride, mais aussi potentiellement, une partie, mais là ça dépasse un petit peu Azure, sur du cloud privé